Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, nous avons la joie de recevoir Valérie Cohen. Bonsoir Valérie. Bonsoir. Alors, on te reçoit pardon, pour ce roman qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Qu'importe la couleur du ciel, paru aux éditions Flammarion. Pour t'interroger ce soir, nous retrouvons, parce qu'elle a déjà animé des rencontres avec nous, Madeleine Renaud de la librairie Isla à Metz. Bonsoir Madeleine. Bonsoir. Alors avant de vous laisser parler toutes les deux, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à Valérie par mon intermédiaire en utilisant soit via la plateforme l'onglet discuter, soit en commentaire sur notre page Facebook. J'en profite aussi pour dire que est sorti la semaine dernière en simultané le précédent livre de Valérie qui s'appelait Depuis mon cœur a un battement de retard aux éditions J'ai lu. Je crois que je n'ai rien oublié, mesdames, je vous laisse discuter et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Eh bien, avant tout, merci Valérie de nous faire l'honneur de cette rencontre. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Je ne connaissais pas du tout vos livres, donc j'ai découvert avec Qu'importe la couleur du ciel. Est-ce que vous pouvez me faire un bref résumé peut-être de ce dont ça parle? Oui, alors je vais essayer de vous faire un pitch sans dévoiler la fin de l'histoire. J'ai voulu écrire une intrigue familiale avec 3 générations de femmes, la grand-mère, la mère, la petite fille et la meilleure amie de la grand-mère. Et elles sont 4, elles vivent plus ou moins en autarcie entre elles. C'est une famille recomposée où les hommes ne sont pas vraiment présents. Et Mila, la plus jeune, décide par jeu avec des copines de faire un test ADN. Et les résultats la surprennent parce qu'ils ne correspondent pas du tout à la légende familiale. Et comme la famille est un système naturel où toutes les pièces sont un petit peu imbriquées, lorsque l'une bouge, ben, les autres suivent le mouvement, euh, la dynamique familiale va s'effriter puisque elle et sa mère réalisent qu'elles sont construites sur un mensonge. À partir de là, il va se poser tout le tricotage et le détricotage de leur histoire familiale sur 3 générations et elles vont devoir se poser la question, finalement, qu'est-ce qu'un arbre généalogique et qu'est-ce qu'une famille? Moi, c'est un roman sur lequel, au début, je ne savais pas trop où j'allais et j'avais du mal un peu à voir les différents liens qui liaient les personnages, notamment le personnage de Émile, qui est un des personnages que j'ai adoré. Mais j'arrivais pas trop à voir dans quoi il s'imbriquait. J'avais l'impression, et je l'ai lu sur une chronique que vous avez partagée sur les réseaux sociaux il y a pas très longtemps, de lire un thriller. Et c'est vraiment ça. C'est un livre avec plein de petits tiroirs qu'on ouvre, on découvre par bribes et j'ai adoré ça. Comment on construit un roman pareil avec au final si peu de personnages mais tellement de liens entre eux? En fait, les histoires de chacun sont nées assez vite dans mon imagination. Et puis, le gros challenge de l'écriture de ce livre a été de comment faire que les histoires s'entremêlent, qu'on fasse comprendre au lecteur qu'il y a des fils invisibles entre les personnages, que derrière un secret, il y a peut-être un autre qui peut survenir par derrière. Et le tout sur 3 générations et dans des villes et des pays différents. Alors, au début, ça a été des grands panneaux dans mon bureau avec des sortes de chemins de fer. Et puis, ça a été des post-it de toutes les couleurs, avec une couleur par personnage sur la table de mon bureau, qui est vite devenue la table du salon parce que le bureau était un peu trop étroit. Donc voilà, j'avoue que j'ai eu du mal au départ à essayer de nouer toutes les intrigues, de les faire s'interpénétrer. Et en même temps, j'ai adoré l'exercice parce que mes romans précédents étaient souvent des huis clos de certains personnages sur une période donnée, dans un lieu dit. Et donc là, j'avais envie de m'ouvrir un peu d'autres portes et de tenter un exercice un peu plus compliqué. Et j'ai adoré ça. Mais ça signifie qu'effectivement, mon lecteur est peut-être perdu pendant les 30, 40, 50 premières pages, puisque je dois poser des décors différents avant qu'ils ne comprennent qu'il y a des fils qui se nouent entre eux. Moi, c'est ce que j'ai aimé en fait, c'est découvrir un personnage, avoir vraiment le temps de me poser avec lui, de le découvrir. Après, on passait à un autre personnage, donc je découvrais quelqu'un d'autre et c'est les liens que j'ai alors peut-être parfois un peu naïvement que j'ai pas vu venir. Moi je suis un peu comme ça, je m'arrête à ce que je lis, je cherche pas forcément tout de suite à aller derrière et c'est ce que j'ai aimé. Surtout que,
À chaque fois, on a des lieux différents, des époques différentes. Et ça aussi, j'ai aimé le fait de voyager entre Bruxelles, Londres. Moi, nous qui bougeons pas beaucoup depuis 2 ans, hein, il faut être réaliste. J'ai trouvé ça génial de pouvoir voyager sur ce continent européen comme ça. Est-ce que c'était une volonté d'insérer ces villes-là, ces grandes villes, ou c'était plus par plaisir, comment dire, pour le style en fait, de se dire, «Allez, on va à Londres parce qu'on a envie de voyager et on part à Londres». Non, pas du tout. En fait, les villes que je choisis, c'est souvent parce que j'ai un rapport affectif, avec ces villes et donc lorsque j'écris, ce ne sont jamais, mes histoires, mais je suis, dans tous les personnages et c'est des petits clins d'œil que je fais à moi-même ou à mes proches. Par exemple, Londres, la personne, Noémie, mon personnage qui y vit et qui est une femme que j'aime beaucoup, elle, expérimente, la solitude du nid vide lorsque, son petit dernier quitte le nid. Et j'ai écrit, je pense, ces chapitres-là 2 semaines avant que mon petit dernier quitte le nid pour aller étudier, en Angleterre et on a dû le mettre dans le train pour Londres. Donc ça résonnait fort chez moi et j'aime choisir des endroits qui me sont chers et qui en même temps sont cohérents par rapport à l'histoire. Donc Londres s'est imposé, assez rapidement, comme les Hauts-de-France également, qui était une région que je ne connaissais pas, tout proche de la Belgique et que j'ai découvert par hasard. Hem, il y a quelque chose qui m'a très vite frappée, c'est que, dans les histoires de ces femmes, on va y découvrir plein de vérités qui sont intergénérationnelles. On va beaucoup parler du deuil. Hem, il y a beaucoup de phrases, moi j'aime mettre des post-it sur, les phrases qui m'interpellent, et il y a beaucoup de phrases où même sans le contexte, c'est des phrases que je pourrais dire à une de mes meilleures amies en fonction des situations, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu, même si parfois je me reconnais pas dans les histoires parce que c'est pas ma génération, ou voilà, il y a forcément des choses que j'ai pas vécues, hein, la perte d'un conjoint ou ce genre de choses, c'est des choses que pour l'instant je ne connais pas, je touche du bois. Et pourtant les citations que j'ai pu en retirer autour du deuil ou autour de certains points, c'est des choses, voilà, que je pourrais, voilà, dire, comme ça, enfin ressortir comme ça pour des proches. Vous pensez que justement la littérature a cette portée-là, en fait, d'être complètement intergénérationnelle, peu importe ce qu'on peut raconter? Alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Je vais répondre par la fin, puis je vais remonter le fil. Enfin, je vais essayer. Oui, j'espère vraiment qu'elle est intergénérationnelle. En tous les cas, j'ai une sensibilité, particulière pour les personnes âgées. Je trouve qu'elles ont énormément à nous donner et je me rends compte, mais je dois sans doute faire une psychanalyse là-dessus parce que j'ai pas encore compris pourquoi, mais que j'ai, des personnes âgées, hommes ou femmes, dans chacun de mes romans. Et la notion, d'intergénérationnel me passionne et plus encore celle, de transgénérationnel. Donc intergénérationnel, c'est, de génération en génération vivant, mais transgénérationnel, c'est, au-delà de la mort. Qu'est-ce que nous retenons des personnes que nous avons aimées ou pas d'ailleurs? Parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans un livre sur la famille, c'est de réaliser qu'il y a des morts, ils sont invisibles, mais ils ne sont pas absents. Et ces morts vont hanter, nos arbres généalogiques, ils vont hanter nos vies et tant qu'on n'a pas compris, quelle était leur véritable place dans l'histoire familiale, heu, c'est un travail qui se fait grâce à la psychogénéalogie, ils vont peut-être, pas nous permettre, nous, de prendre notre juste place. Et ces phrases, dont vous parlez qui ont pu vous toucher et ça me touche, merci de me l'avoir dit. En fait, c'est quelque chose, je pense, qui est lié à ma 2e source de plaisir qui est tout ce qui est formation, développement personnel et spiritualité et qui fait que tous les enseignements que j'ai pu, ces 15 dernières années recueillir de par les stages, les formations que j'ai fait, j'adore les traduire en phrases que je distille, dans mes livres ou dans une newsletter sur l'écriture que je publie, de temps en temps. Et voilà, si, quelle que soit la génération, le lecteur peut se reconnaître dans ces phrases, j'en suis ravie.
Je voudrais pas qu'on rentre trop dans les histoires des différents personnages parce que je veux pas qu'on dévoile, quoi que ce soit qui pourrait gâcher le plaisir de lecture. Donc je voudrais qu'on s'arrête plutôt sur, certains caractères ou traits, de certains personnages. J'en ai parlé tout à l'heure. Mon personnage préféré, c'est Émile, que j'ai trouvé très touchant, que j'ai trouvé, hem, comment dire? On sent la blessure de cet homme, on sent le passé de cet homme qui n'est pas facile, qu'on on va le découvrir au fur et à mesure de la lecture, chapitre après chapitre. Et je me suis posé la question de savoir si c'était plus simple d'écrire, sur, justement une personne âgée qui a presque tout vécu de sa vie, hem, qui fait un peu le bilan en fait, enfin l'état des lieux de ce qu'il a pu vivre et de ses différents liens. Ou si c'était plus simple d'écrire un personnage comme Mila qui, découvre et qui a tout à vivre justement et à découvrir en fonction de ce qu'elle va découvrir avec ce test ADN. C'est quoi le plus simple pour un auteur? C'est l'un ou c'est l'autre? Alors, je pense que ce qui est plus intéressant pour un auteur, c'est d'écrire sur un personnage comme Émile, qui a du recul sur sa vie, qui a vécu évidemment, qui a de la matière, qui même à 90 ans, il se rend compte qu'il n'a peut-être pas digéré tous les événements qu'il a vécus, toutes les émotions auxquelles il a été confronté. Et, euh, et ce que j'ai aimé, c'est que ce genre de personnage, jusqu'au dernier souffle, va tenter ou d'avoir raison ou de se battre pour ses valeurs. Et donc ça, c'est hyper intéressant en tant qu'auteur puisqu'il y a de la matière. En même temps, ce qui est plus compliqué, c'est que lorsqu'une personne a été engoncée dans ses certitudes pendant 70 ans, la faire sortir de ce personnage-là est difficile. Il faut y aller par petites touches et faire bouger des lignes et des fêlures qu'elle porte depuis toujours et qui n'ont pas réussi à lui faire changer de comportement ou d'avis par rapport à certaines personnes. Alors que Mila, qui est une jeune femme de 23 ans, tout est à construire. Je crois qu'il y a souvent dans les familles un élément comme Mila, un personnage qui vient un petit peu perturber, qui jette la balle dans le jeu de qui et qui vient un petit peu remuer les cartes et les certitudes, les vérités que tout le monde avait. Et puis finalement, ce qui fait qu'elle elle est à la fois coupable d'avoir sabordé un équilibre existant, en même temps, elle est un peu le bourreau puisqu'elle oblige sa mère et sa grand-mère à sortir de leur retranchement. Elle est victime aussi puisque elle a été éduquée sur un mythe. Donc, mais on est peut-être tous à notre façon dans une famille, chacun à notre tour, victime, bourreau, coupable. Et Émile illustre très bien ce trio dramatique. Moi, j'avais jamais fait, alors c'est peut-être que je suis trop jeune, pour avoir fait le lien avant, d'avoir lu ce livre, mais j'avais pas réalisé que, hem, une seule personne a autant d'histoires que de personnes qu'elle côtoie. Et je trouve que ce livre met ça, très bien en avant, en fait. Je l'ai compris tard dans la lecture, mais ça m'avait jamais frappée dans ma vie quotidienne de me dire effectivement, chaque personne que je vais croiser dans ma vie aura avec moi une histoire différente, un ressenti différent, un avenir différent peut-être. C'était la volonté de ce livre, c'était la portée que vous vouliez donner à ce livre-là? Non, mais c'est en général, ça c'est en filigrane ce que je veux mettre dans tous mes livres. C'est que je suis et en fait, j'ai compris ça il y a une dizaine d'années, en fait, en suivant les formations de développement personnel. J'ai réalisé qu'on pouvait je pouvais être au milieu d'inconnus et, et qu'au premier regard, je me disais, bon, ben voilà, c'est des gens lambda comme moi, comme on n'a pas de vie exceptionnelle. Et dès qu'on se mettait à parler au niveau de l'intime, euh, je me rendais compte que ces gens avaient vécu des choses fantastiques ou qu'ils n'avaient l'air de rien parce qu'ils ne le montraient pas, mais ils avaient vécu des chocs, des deuils, des expériences très fortes, qu'elles soient dures ou magnifiques. Et je me suis dit, mais finalement, on ne connaît pas vraiment tant que ça les gens autour de nous. On a la face émergée de l'iceberg de ce que les gens veulent bien nous montrer d'eux-mêmes. Et heureusement, en tant qu'auteur, j'ai la possibilité d'aller creuser plus loin, de choisir mes personnages et de pouvoir un petit peu fouiller dans leur histoire.
Et j'aime aussi cette idée qu'il y a vraiment des fils invisibles entre les gens, que là, j'ai la chance de vous rencontrer, que peut-être dans 6 mois, dans un autre contexte, nos routes vont se croiser alors qu'elles ne devaient pas a priori le faire. Et ça, c'est quelque chose de magique que j'aime énormément dans les rencontres. Il y a un personnage qui est un personnage qui n'a aucun lien du sang avec toutes les autres femmes de l'histoire. C'est Sibylle. Euh, Pourquoi avoir voulu justement mettre un personnage qui, qui a autant d'importance dans l'histoire, autant d'importance pour toutes ces femmes, alors que justement, elle n'a aucun lien, en tout cas aucun lien ADN, puisque c'est le sujet du livre à la base. En fait, Sibylle, pour résumer, est la meilleure amie de la grand-mère de Gisèle et elle est la marraine de Barbara, donc la fille de Gisèle, et elle est considérée comme la grande tante de Mila. Au tout départ, mon bouquin, j'ai voulu l'écrire sur ce sujet-là. Qu'est-ce qu'un arbre généalogique? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit dans mon arbre généalogique de casser les branches d'une vieille tante ou d'un arrière-grand-oncle ou même d'un grand-parent que je ne connais pas pour pouvoir y mettre les amis de cœur, les personnes qui ont compté pour moi, mes mentors, mes professeurs ou juste une personne qui à un moment, j'ai pu la rencontrer que 10 minutes, mais qui m'a donné une clé qui a été vitale pour moi pour le reste de mon parcours. Et, et donc, la question que va se poser Mila en découvrant que son test ADN ne correspond pas à la fable familiale est aussi de savoir, est autre. Mais qu'est-ce qu'une famille? Et est-ce que finalement les liens du sang sont-ils plus forts que les liens du cœur? Et comment trouver son individuation? C'est un peu le combat qu'on a certainement peut-être tous régulièrement. Faire partie d'un clan avec ses codes, avec ses règles, avec sa hiérarchie, avec les rôles qu'on nous attribue. Une famille, c'est le lien par excellence, le lieu de la culpabilité, le lieu des projections. Est-ce que finalement ces projections ont plus de valeur parce qu'elles émanent de quelqu'un avec qui je partage l'ADN, ou est-ce que les personnes qui comptent pour moi sont les personnes avec qui j'ai partagé un lien du cœur? C'est compliqué. Pendant longtemps, moi, j'ai eu envie de couper certaines branches de mon arbre. Non pas que ce soit des branches lourdes, mais c'était des gens avec qui je n'avais pas eu nécessairement de contact et j'avais l'impression que d'autres, même quand j'étais enfant, d'autres adultes auraient pu remplacer certaines branches. Et puis, en m'intéressant un peu à la psychogénéalogie, pardon, donc le lien entre la généalogie et la psychologie, j'ai réalisé que non, j'étais faite de ce bois-là, j'étais faite de ces branches-là. Et même de manière inconsciente, je portais l'histoire de mes ancêtres. Mais je voulais absolument que Mila, Barbara et Gisèle se posent ces questions-là. Je me suis posé très nombreuses fois la question et moi, j'ai toujours pas trouvé la réponse qui me convient. Mais je trouve que ma génération, en tout cas, de mon ressenti personnel, a moins l'attachement du lien sanguin que du lien affectif. Alors c'est peut-être justement les réseaux sociaux et le fait qu'on ait un accès au monde surdimensionné parfois. Mais en lisant, je me suis plusieurs fois fait la réflexion que j'ai l'impression que voilà, nous, les trentenaires maintenant, on est très souvent plus attachés à nos amis, plus proches de nos amis et de tous ces gens qu'on croise sur les réseaux sociaux et dans notre vie courante, surtout dans les réseaux sociaux en cette période de Covid où on a été tous enfermés, que les liens du sang. Alors peut-être que ça changera avec le temps, mais j'ai l'impression que c'est... Et j'ai eu la sensation que c'était ce que cherchait à démontrer Mila, en fait, en faisant ce test ADN, de se dire peut-être qu'effectivement, mon attachement à, à, mes, à mes proches sentimentaux, si je puis dire, est plus importante et aura plus d'impact que ce que pourrait me prouver la généalogie, alors qu'on sent très bien que pour sa mère et sa grand-mère, ce lien du sang est primordial. Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en écrivant le livre, j'ai lu certaines études qu'avaient réalisées des sociologues pour essayer de comprendre ce qu'était qu'une famille.
Et la notion de famille a évidemment fortement évolué au cours des siècles et ces dernières décennies. Et elle est passée avec… Avant, il n'y avait pas de sentiments amoureux dans une famille, c'était pas utile. Et en fait, la famille, elle est passée du statut d'unité de reproduction à unité affective. Et puis, ces dernières années, il y a l'émergence de 1000 formes de familles différentes. Je veux dire, il y a la famille traditionnelle, et puis il y a la famille monoparentale, il y a la famille recomposée, il y a la famille homoparentale, il y a le Pacs. Enfin, et en fait, toutes ces diverses familles ont fragilisé la famille, l'ont rendue plus vulnérable et ont permis à d'autres liens qui ne sont plus la parentèle, donc les oncles, les tantes, les cousins, d'avoir une place de choix. Et une famille n'est plus papa, maman, l'enfant qui habite sous le même toit. Et si on a hérité d'un patrimoine génétique, on a aussi hérité d'un patrimoine familial, qu'on le veuille ou non. Mais ce n'est pas parce qu'on a hérité de ce patrimoine qu'on est obligé d'adhérer à toutes les valeurs, à toutes les croyances, aux religions, aux étiquettes qui vivent déjà dans cette famille avant qu'on y naisse. Donc, le fait de pouvoir ouvrir son arbre et son cœur à d'autres branches, je crois que c'est lié, effectivement, c'est générationnel, mais c'est aussi lié au fait que la famille, de par ses multiples compositions maintenant, a peut-être moins de fondements et est plus vulnérable. Est-ce que vous pensez que la médecine, a pu changer, tout ça? Je vais pas rentrer dans le détail de ma vie personnelle, mais, hem, moi, je suis maman depuis très peu de temps, elle est toute petite, mais on a fait des choix pour sa vie qui font qu'il y a une part de son existence qu'elle ne connaîtra jamais. Est-ce que vous pensez que pour tous ces enfants, justement, la question de l'histoire, va avoir un vrai impact, ou que justement l'histoire que crée la nouvelle famille qui se forme peut suffire justement au quotidien pour se former? Alors, je ne suis évidemment pas thérapeute et l'avis que je vais émettre est un avis juste d'auteur qui s'intéresse à la psychogénéalogie depuis longtemps. Euh, alors, est-ce qu'un secret de famille, il y en a qui doivent absolument être divulgués? Je veux dire, s'il y a une femme battue, un inceste, on ne se pose même pas la question. Il y a des secrets de famille qui sont terriblement positifs. La fête surprise de l'oncle Carlos, bon, tout le monde s'en fout, il peut être divulgué, c'est pas grave. Et puis, à partir de là, il y a toute une zone un peu grise, un peu floue, où les secrets de famille, ils ont toujours, d'abord, ce qui est important de le dire, c'est qu'il n'y a pas de coupable au secret de famille, parce que la personne qui décide de ne pas révéler un élément à sa lignée, soit elle veut se protéger, soit elle veut protéger sa lignée, soit elle veut éviter la honte, soit elle a peur. Il y a toujours une intention positive derrière le comportement. À partir du moment où c'est bien vécu par les protagonistes et qu'il n'y a pas de recherche identitaire par la suite, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quand même l'impression que la communication est fondamentale et que le but n'est pas de dire ou de ne pas dire, que ce n'est pas ça l'objectif ou le point important, mais c'est comment dire, à quel moment et avec quels mots. Et est-ce que je crois que c'est plus facile pour quelqu'un de se construire, et Barbara, dans mon roman, en est l'exemple, de se construire sur un ciment que sur un sable un peu mouvant. Barbara, sa mère lui a caché quelque chose d'assez énorme et elle n'a pas compris, enfant ou même jeune femme, que ses fondations n'étaient pas très solides. Mais elle se sent toujours systématiquement à côté de la plaque, un peu décalée, à un chouïa de réussir quelque chose et finalement elle échoue toujours. Le fait de comprendre son histoire et de comprendre que c'est un enfant aimé, mais qui a eu telle histoire, ça change beaucoup pour elle. Ça va lui permettre, ça va lui donner une assise. Avoir un tronc solide dans l'arbre comme dans la vie est important. Et donc oui, je crois que les secrets de famille peuvent être divulgués, mais que c'est vraiment important la manière dont est divulgué va être plus importante parce que ça peut être une lame de fond qui balaye tout. C'est drôle parce que vous parlez de communication et du fait de communiquer justement pour bien se
avoir des vrais fondements sur sa vie. Et c'est un roman où il y a très peu de dialogue. Oui. Alors, et chaque nouveau roman, je me dis, dans celui-ci, tu mettras plein de dialogues. Et en fait, j'ai beaucoup de mal parce que ce que j'aime, en fait, c'est décortiquer la psychologie des personnages. Vous disiez que c'était un thriller. Oui, pour moi, c'est un peu un thriller psychologique ou familial ou une intrigue familiale. Et Ah, j'ai plus de... Ça a coupé. Alors, je pense que Valérie a un petit souci de connexion. là, c'est Donc, quelque je chose ne vais... Ah, que ça y est. j'adore Ah, et ça qui y me est. passionne dans la vie aussi. Alors, Mais est-ce qu'on peut c'est... avoir juste le début parce qu'on a été coupé? Ah oui, je vois effectivement. Alors, je ne sais plus ce que je vous disais. Je pense que je Euh, disais que oui, effectivement, il y a peu de dialogue parce que, en tous les cas, peut-être pas assez, parce que ce que j'aime dans la vie comme dans l'écriture, c'est détricoter les émotions, les fêlures, les états d'âme des gens qui sont en face de moi. Et ça, je trouve ça passionnant. Et parfois, je me laisse emporter par le personnage et qui m'embarque avec lui. Puis je me rends compte que j'ai fait 10 pages et qu'il n'y a pas eu un dialogue. moi, pour le coup, je trouve ça très parlant parce que le manque de communication qu'il y a dans cette famille, on peut que le percevoir puisqu'effectivement, elle n'échange pas ou en tout cas, en fait, on a l'impression que personne ne se parle, qu'au moment où ça se parle, c'est presque déjà trop tard. Oui, et en même temps, on sent, et c'est toujours là en filigrane, énormément d'amour, de tendresse, d'affection entre tous les personnages. Il n'y a pas de rancœur. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être dans une famille où il y a de la tension, où il y a des névroses patentes, pour qu'il n'y ait pas de communication. Et en fait, mais je ne suis pas tout à fait d'accord en fait avec ça. Elles communiquent, mais absolument pas par les mots. Oui. Elles ont une manière à elles de se montrer leur affection et leur amour, mais en même temps, leur attachement ne se nourrit pas de discussions intimes. Dans les 3 générations, ce ne sont pas des relations mère-fille qui sont dans l'intime, et dans l'intime du quotidien, dans l'intime des sentiments partagés. Et en même temps, elles sont proches. Leurs vies sont assez imbriquées. Mais c'est vraiment, je trouve, une difficulté dans les familles actuelles. Je me doute que ça devait être encore pire il y a 50 ans. Mais comment trouver sa place et être soi avec son mode de communication, avec ses envies, ses aspirations, dans une famille, dans un clan qui n'a peut-être pas toujours les mêmes valeurs que nous ou qui attend certaines choses de nous. Et je lisais il n'y a pas longtemps une fable de Arthur Schopenhauer qui était la fable des porcs-épics. Et donc, vous avez des familles de porcs-épics, une famille de porcs-épics qui a froid. Et donc, ils vont se rapprocher petit à petit. Puis ça va devenir un peu douloureux, sensible, ils vont se faire mal, donc ils vont devoir reculer. Ils vont faire ça plusieurs fois jusqu'à trouver la juste distance. Pour moi, une famille, c'est ça. C'est comment réussir à être soi-même et à réussir son individuation tout en étant en fidélité dans ce clan et en y prenant que ce qui est juste pour nous. C'est pour ça que j'ai mis à un moment une phrase qui disait en substance que la famille était un joli parterre de ronces. C'est ça que j'ai voulu exprimer. Le fait que une famille, ça pique toujours quelque part, même si c'est un lieu d'ancrage, de sécurité et d'amour. Je l'ai noté cette phrase. Euh, Est-ce qu'il y a un thème que vous souhaiteriez aborder ou un passage que vous souhaiteriez lire? Moi, j'ai cherché un passage que j'aurais aimé qu'on lise, mais j'avais peur de sortir un passage qui en dévoilerait trop, en fait. Alors, pour être très honnête avec vous, oui, mais n'avais pas prévu ça et je n'ai pas mon livre près de moi. Mais moi, je l'ai, mon livre. D'accord. Alors de mémoire, il y a une partie, page 222, je pense. Non, non, je Ah ne connais oui, pas mon livre par cœur, mais j'ai fait une présentation il y a 2 jours et je sais que j'avais lu. Ça commence, je pense, au par 2e chapitre le jusqu'à la fin. passé se conjugue-t-il au Oui, c'est ça? jusque quelques phrases avant la fin. Jusqu'à l'avant la fin du chapitre? Non, non, c'est sur la même page. C'est assez court. Ça Ah, doit être ok, une vingtaine de lignes. d'accord. Oui, je vois.
J'ai un post-it dessus. Le passé se conjugue-t-il un jour au présent? La vieille femme se demande ce qu'elle fait là, immobile, devant un cube de souvenirs, une peur diffuse collée aux semelles, la rage au ventre. Jusqu'à la dernière réunion de famille organisée pour son anniversaire, elle y croyait encore. Être capable de traverser l'existence en esquivant ses mensonges et ses petites trahisons. Elle espérait pouvoir sauter à pieds joints dans la mort avec, dans son baluchon, une flamme vive, quelques omissions et des déloyautés qui ne pèseraient pas bien lourd et dont personne ne saurait rien. Mêlée à l'amour prodigué à ses proches, à quelques dons aux indigents et aux heures de bénévolat offertes dans les maternités des pays visités, autant de gestes dont Sibylle se disait qu'ils compenseraient sa culpabilité. Un marché acceptable pour sa conscience. Pardon. Le silence pèse-t-il plus lourd qu'un acte charitable? Si la vie est une addition, la somme de ses bonnes actions rachèterait bien quelques vérités non dévoilées. L'arithmétique n'est-elle pas une science exacte? C'était ça? Oui, c'était en partie ça. Et en fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'était le dilemme de Gisèle. Lorsqu'elle va réaliser que le test ADN ne colle pas à la réalité qu'elle a toujours exprimée et que ses descendantes ne vont pas la lâcher, vont tout faire pour avoir des réponses à leurs questions, elle va se poser elle a vraiment un dilemme. Comment elle, qui arrivait en fin d'existence et espérait pouvoir partir dans la mort avec tous ses secrets, que faire? Est-ce qu'elle doit déconstruire tout ça, affronter ce qu'elle a jamais voulu voir et autoriser et elle, finalement, peut-être être moins sereine et perdre le piédestal sur lequel sa fille et sa petite fille l'ont toujours érigé et laisser sa fille, sa petite fille et l'entourage grandir en sachant ce qui s'est passé. Et donc, c'est vraiment une dualité interne qu'elle a. Mais Mila se pose les mêmes questions. Elle est un petit peu en miroir, genre, on était très bien, la famille était plus ou moins harmonieuse, tout se passait pas trop mal. Moi, j'ai déterré un cadavre dans un test ADN. Est-ce que ça a du sens de demander à ma grand-mère de tout faire imploser alors que l'équilibre marchait plus ou moins bien? Et donc, chacune va se poser ces questions finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut agir pour s'aligner ou agir pour soi-même? Je crois que Nathalie a quelques questions. Oui, je suis de retour. Avant de poser les questions de nos amis spectateurs, moi j'ai lu avec beaucoup d'attention le livre de Valérie. Alors déjà, je voudrais montrer, Valérie a fait quelque chose de très intelligent. Elle nous a fait un petit récap au début. Est-ce que vous aviez peur qu'on se perde dans les personnages, Valérie? Ça, Ah c'est mais cool. complètement, En plus, complètement. vous C'était ma combattez. grande crainte et en fait, les retours que j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup de retours positifs, mais les petits bémols que je peux avoir au départ, c'est si les personnes, les 50 premières pages ne sont pas attentives et le lisent entre 2 portes, ils ne comprennent plus qui est qui. Et comme j'avais peur de ça, j'ai suggéré, enfin Marion me l'avait proposé aussi, de mettre ce petit arbre. Est-ce que vous n'avez pas été tenté de faire carrément un arbre généalogique? Alors, ce que je voulais faire au départ, c'était un arbre généalogique qui, de chapitre en chapitre, rajouterait une branche. La difficulté, comme il y a différents personnages, il y a différentes familles dans différents pays, était que j'aurais défloré trop vite la fin. Il aurait été compliqué de faire cet arbre-là, ou alors c'était vraiment un arbrisseau qui allait devenir un chêne au dernier chapitre. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de ne faire qu'un arbre un petit peu stylisé avec 4-5 personnages et pas plus. Mais j'ai été tentée de le faire. Ou alors il aurait fallu faire le début et laisser au lecteur faire la fin et le compléter à la fin pour voir s'il avait bien lu le livre. Alors moi, je n'ai pas eu le souci de Madeleine au début, mais je peux comprendre ce qu'elle a expliqué. Mais j'ai bien aimé la lecture de Madeleine. D'ailleurs, très belle médiation ce soir. Madeleine, c'était très agréable de vous entendre toutes les Merci deux. beaucoup. Je voudrais il y a eu plusieurs questions sur la couverture. Est-ce qu'on peut dire que cette couverture est une synthèse de tout ce qui est à l'intérieur? Parce qu'ici, il y a quand même un petit arbre. Est-ce que Valérie peut nous expliquer cette couverture? Oui, alors en fait, d'abord, la couverture, elle s'inscrit dans la lignée, dans la ligne graphique que Flammarion et J'ai lu avaient développé pour moi et auquel j'adhère parfaitement, qui était une artiste turque, une peintre turque, une jeune femme, elle est plus jeune que moi, qui habite à Istanbul et qui peint des femmes colorées.
Elle s'appelle Oulia Ousdemour et ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à elle, à son Instagram. Quasiment tous les jours, elle poste une nouvelle peinture et dans une société qui est très masculine, c'est fantastique qu'elle puisse le faire. Et pour être très honnête, mon éditeur m'avait proposé une autre couverture de la même auteure et qui ne me parlait pas nécessairement. Et donc, j'ai un petit peu cherché ce qu'elle faisait. Et lorsque j'ai vu cette image, j'ai adoré parce qu'il y avait la couleur du ciel, il y avait la jeune femme, il y avait les branches, l'arbre, les feuilles, le regard mystérieux. Je veux dire, elle symbolisait vraiment le roman. Madeleine, si tu veux rebondir sur ce qu'on dit, tu es la bienvenue. Hein, ne te sens pas En fait, je m'étais pas du tout penchée sur la couverture. J'ai tendance à ne pas lire les quatrièmes Moi et non à ne pas forcément m'arrêter sur la couverture parce que le problème du libraire, c'est qu'on reçoit souvent des épreuves non corrigées il n'y a pas et de que du couverture. coup, on n'a pas de couverture. Donc, je passe outre maintenant la couverture et j'avoue que je suis en train de la détailler et c'est exactement comme ça que j'imaginais Mila, bizarrement. Oui, tout à fait. Et en fait, c'était une évidence quand j'ai vu sur mon ordinateur apparaître ce dessin-là. Je dis, OK, c'est ça. Alors tout à l'heure, on a dit, donc il y a beaucoup de personnages féminins, mais il y a aussi des personnages masculins. Donc Émile est le personnage préféré de Madeleine. Est-ce que vous, Valérie, il y a un personnage masculin que vous affectionnez plus particulièrement ou qui vous a posé des difficultés et finalement il a rallié votre cause? Mais alors, curieusement, j'écoutais Madeleine avec attention tout à l'heure parce que je me disais, ah, c'est marrant parce que moi, ce Émile, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir de la sympathie pour lui. Et ça a été compliqué pour moi d'écrire sur quelqu'un en n'étant pas manichéenne et en essayant de lui donner corps et des sentiments, alors que c'est un homme qui finalement n'a pas toujours eu des comportements les plus nobles dans sa vie. Et plus il vieillissait, plus je me suis attachée à lui. Et donc, parce que je crois que foncièrement, on fait ce qu'on peut avec qui on est, avec notre histoire, au moment où la vie nous envoie des épreuves. Et donc, la pitié n'est pas le mot, parce que je n'ai pas pitié de mes personnages, mais j'ai eu de plus en plus d'empathie pour lui. Mais ça n'a pas du tout été un coup de foudre, ce personnage, loin de là. Moi, je crois que c'est ce que j'ai aimé chez lui. Je crois que c'est justement ce côté pas propre qu'on perçoit tout de suite, en fait. Ce côté, je suis pas lisse, je le revendique et je Et fais c'est pas avec grave, je parce suis que comme de ça. toute manière, j'ai pas le choix. Et je crois que c'est ce qui m'a plu, peut-être même ce qui a fait la différence avec les personnages féminins, parce que on sait tout de suite que Émile, c'est quelqu'un de pas tout blanc, mais de pas tout noir non plus, et qu'en fait, c'est OK, en fait. Et je crois que c'est ça qui m'a plu chez lui dès le départ. Et je me suis attachée aux autres personnages plus tard, justement parce que au début, je les trouvais peut-être un peu trop propres avec leur propre image. Et puis, on se rend vite compte que c'est pas le cas, mais avec Émile, ben, c'était clair tout de suite. Et je crois que c'est ce qui m'a plu en lui. Oui, mais c'est vrai qu'il a l'image moins propre que Sibylle ou Gisèle, qui ont l'air de vieilles femmes qui ont traversé l'existence avec élégance et qui ont eu quelques déboires et qui finalement s'en sont bien sorties. Et puis c'est en creusant un petit peu, on voit que la carapace n'est pas toujours aussi jolie que ça. Mais Émile, en fait, il est très attachant et il symbolise un petit peu la noirceur de la famille ou de l'humanité. Mais bon, il a une pudeur aussi que j'aimais beaucoup. Mais Oui. ça, c'est le talent de Valérie parce qu'elle manie les tiroirs avec sensibilité. Et du coup, on découvre, c'est vrai que tous ces tiroirs, une fois elle nous permet de les ouvrir, on découvre des personnages et on va beaucoup plus en profondeur. Il y avait des commentaires de Mia, donc je vais quand même les donner, qui a été aussi surprise par ce livre. Elle a trouvé aussi que Madeleine posait de très bonnes questions, qu'elles étaient très bien posées. Et Merci. donc, on va passer à la première question de Claude, qui est une fidèle de nos rencontres, qui s'adresse à Valérie. Donc, pensez-vous que les comportements se répètent de génération en génération sans forcément que les personnes en soient conscientes? Ah, mais ça, j'en suis intimement convaincue. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez Anne Ancelin Chausseul-Berger, qui a écrit un livre qui a été un best-seller qui s'appelait Ciel mes aïeux ou Aïe mes aïeux.
Et en fait, elle était prof d'université de psychologie à l'université de Nice. Et c'est la première dans les années 80, je pense, qui a mis en exergue le concept de psychogénéalogie. Donc vraiment ce lien qu'il y a entre notre arbre généalogique, qui nous raconte une histoire et dont nous sommes un maillon, et la généalogie. Et donc, alors Freud disait que la famille est source de toutes nos névroses et que chaque famille est dysfonctionnelle. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, ce que je suis convaincue, c'est que des événements se répètent curieusement de génération en génération. Lorsqu'on lit le livre de cette psychologue, ce qui est sidérant, c'est que, par exemple, elle avait des consultations avec des enfants ou des adultes qui souffraient de maux de gorge pendant des années, on ne comprenait pas pourquoi. Et puis, en analysant l'arbre généalogique, on réalise qu'il y a un vieil oncle ou un vieux cousin qui a été pendu. Et à partir du moment où cette vérité est énoncée, curieusement, les symptômes disparaissent. Idem, on a tous autour de nous des familles où il y a des générations où à 43 ans, systématiquement, il se passe quelque chose, où les métiers sont terriblement similaires. Je crois qu'on est... Ce qui m'a intéressée en écrivant ce livre, ce n'est pas la famille, c'est la dynamique familiale, c'est ce qui est en dessous, c'est toutes les forces qui vont souterraines, invisibles, qui vont un petit peu dicter le comportement à l'ensemble du groupe sans en savoir. Et c'est pour ça que lorsque Madeleine me pose la question tout à l'heure sur le secret de famille, je pense que c'est ça l'intérêt de le révéler évidemment au bon moment et à bon escient, c'est d'éviter que les générations d'après portent le poids de choses qui ne les appartiennent pas. Et en tant que parent ou que responsable de la lignée, c'est important d'être apaisé avec ce que nous-mêmes, on nous a transmis. Je remettrai la référence du livre Aïe mes aïeux, qui existe aussi en livre lu chez Lizzie. Donc, je vous mettrai exactement toutes les références en dessous de la vidéo sur la page Facebook. Moi, je voudrais, on parle d'ADN, de test ADN dans ce livre. Est-ce que toi, Valérie, pardon, est-ce que tu as fait la manip, c'est-à-dire d'envoyer vraiment pour voir comment ça fonctionnait ou pas? Tout à fait. Et en fait, l'idée aussi du livre m'est venue grâce à un de mes enfants qui m'a dit un jour, bah, écoute, j'ai envie de faire un test ADN. Et je lui dis, OK, parfait, moi aussi. Et donc, on s'est retrouvés à deux dans le salon, à cracher dans la petite pipette, à envoyer ça aux États-Unis, à attendre fébrilement les résultats. Alors, c'est très curieux parce que je pense connaître plus ou moins mon histoire familiale, mais j'ai quand même attendu avec fébrilité les résultats. Et c'était assez marrant parce que quand j'ai ouvert l'enveloppe, enfin, il y a une enveloppe et après, on a tout par mail. J'étais presque déçue. C'était conforme. Je n'avais pas de grand-mère espagnole, indienne, suédoise. Tout était assez logique dans la lignée. Et je me suis dit, ah, ce serait marrant si tout d'un coup, j'avais réalisé qu'il y avait... Enfin, ce serait marrant. Non, ce ne serait pas marrant du tout. Mais en tous les cas, ce serait surprenant. Et comment est-ce que j'aurais réagi? Et de là est né le personnage de Mila. Alors, il est question aussi d'ADN philosophique dans le livre. Qu'est-ce que c'est que l'ADN philosophique? Alors, l'ADN philosophique, c'est, comme je disais à Madeleine tout à l'heure, on est détenteur d'un ADN, d'un héritage génétique, mais je pense aussi qu'on est aussi et surtout détenteur d'un ADN psychologique, de choses qui nous collent à la peau avant même qu'on naisse. Par exemple, je parle un petit peu de la judéité dans le livre, et c'est sans doute pas anodin que dans un livre sur la famille, je parle de la judéité, même si ce n'est pas du tout central. Parce que les questions de religion, les étiquettes, les croyances, elles vivent déjà bien avant nous dans la famille quand on est. Et on nous met des étiquettes par rapport à des croyances ou des modes de pensée d'une famille où on a atterri entre guillemets et on va devenir par défaut porteur ou porteuse de ces croyances-là. Et ça va demander un exercice personnel de se séparer de ces croyances et de ces étiquettes. Et donc, ça marche pour la religion, mais ça marche pour plein de choses, pour le rapport à la vie, le rapport aux autres. Et puis, effectivement, c'est un lieu de culpabilité terrible, la famille. Dire quand un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes ont un désir d'enfant, tout ce qu'on projette est immense. Alors, on a déjà nos névroses, si en plus on porte les névroses des générations précédentes sans le savoir.
l'enfant qui naît a des valises assez lourdes. Et c'est pour ça que dans une des premiers chapitres du livre que je peux déflorer parce que je ne déflore pas l'histoire, Sibylle, donc la marraine de cœur de tout le monde, va la nuit dans la maternité et pose un acte fort pour elle qui est un rituel de mettre des chaussons à sa juste taille à un nouveau-né. C'est sa manière de dire à ce petit être qui vient de naître, mais tu vas mettre tes pas dans des empreintes plus larges, celles de tes ancêtres, mais au moins une fois dans ta vie, tu auras des chaussons à ta juste taille. Alors, il y a une question de Laura qui n'a rien à voir trop avec le livre, mais plutôt avec ce que tu faisais peut-être avant. Quelle place tenait l'écriture à l'époque où vous ne publiez pas? Est-ce que vous écriviez déjà? Et est-ce que vous pensiez à la publication, à devenir un auteur? Alors, je vous mentirais en disant que je suis comme Amélie Nothomb et que je me réveillais la nuit à 5 heures du matin pour boire mon thé et écrire 12 heures par jour. Absolument pas. J'étais jeune maman, j'avais mes 3 enfants, mon boulot de juriste d'entreprise que je détestais où je m'embêtais terriblement, c'était une erreur de casting, mais à côté de ça, l'écriture a toujours été un moyen facile de communiquer pour moi. Et lorsque j'avais de la tristesse, de la colère ou même de la joie, j'écrivais des petits bouts de papier. Et puis après avoir été juriste, je suis devenue journaliste où je rédigeais également des communiqués de presse pour des attachés de presse. Donc j'étais dans l'écriture, mais c'était une écriture formatée, 3000 signes, autant de mots. Et un jour, je suis rentrée dans un magasin, il y a bio, il y avait un petit leaflet, stage d'écriture à Lyon pendant une semaine. Je suis rentrée à la maison, je dis à mon mari, tu pourras garder les gosses, je voudrais partir. Et je suis rentrée en me disant, j'essaye. Et en fait, j'ai dû faire un travail personnel qui était plus compliqué par rapport à oser être lu et oser me lancer plutôt que écrire. Écrire a été finalement pas facile, mais plus aisé que la démarche de dire ben, j'arrête de faire ce que je fais pour oser écrire. Et est-ce que dans ton écriture, il y a la rigueur de la juriste que tu as été? Oui, je crois que j'ai passé 15 ans à me dire, mais pourquoi j'ai fait ces études, Ça plus la sert toujours. spécialisation, enfin c'était bac plus 7 pour un truc qui ne m'amusait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a fait t'embarquer là-dedans? Après, en lisant avec une psychogénéalogiste, mon arbre généalogique, j'ai tout à fait compris pourquoi j'avais fait ce choix d'études, mais j'aurais préféré le comprendre à 18 ans. Par contre, j'ai gardé du droit cette rigueur. Et donc, comme je m'attelle beaucoup à la psychologie des personnages, si j'ai pas de nuances, ça peut pas marcher. Donc, c'est vraiment important parfois pour moi de trouver le mot juste et je peux chercher longtemps. Ça se sent dans la construction, surtout cette rigueur juridique, si je peux me permettre. Parce qu'on sent vraiment que c'est carré, qu'il n'y a rien qui dépasse, que rien n'est au hasard, que ce qui passe au début va s'imbriquer au milieu et à la fin, ça va découler de source, quoi. Moi, je le vois comme ça dans la construction. Je ne sais pas si Madeleine a Oui, senti je suis quelque chose d'accord. de très carré dans la construction, mais on sent que c'est très, très maîtrisé quand même. C'est pas, voilà. Mais peut-être qu'on aura un prochain roman de Valérie dans l'univers juridique, parce qu'il s'en passe des choses dans l'univers des juristes. Ah, En ce vrai, serait c'est une l'heure. Non, mais alors, le problème, c'est que ce serait quand même une punition pour moi, parce que je passe environ entre 6 mois et 1 an avec mes personnages. Et donc, j'ai le grand luxe de pouvoir choisir avec qui je travaille. Et donc, me retrouver dans un cabinet juridique, j'aurais peut-être du mal. Mais il y aurait de quoi écrire, effectivement. Alors, il y a une question de Laura. Je pense que Laura a très bien lu le livre. Elle reprend quelque chose qui est écrit dedans. Est-ce que nos fondations sont-elles plus solides si elles sont marquées du sceau de la vérité? Est-ce qu'on a la réponse à cette question? C'est une question posée par Valérie dans le livre. Oui. Alors, je n'ai malheureusement pas de vérité parce qu'il y a évidemment autant de vérité qu'il y a de famille, qu'il y a de secrets de famille. J'ai vraiment la conviction profonde que les événements, les chocs, les traumas, les rancœurs, les haines, tout ce qui n'a pas été digéré dans une existence, d'une manière ou d'une autre, ça transpire dans l'existence des suivants. Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'il y a eu 3 divorces pendant les générations précédentes que le couple d'après va nécessairement divorcer. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais je crois que ce n'est pas anodin ce qui se passe dans nos vies. Si l'émotionnel n'a pas été digéré, enfin, Madeleine le voit certainement avec sa petite, elle sent immédiatement l'état émotionnel dans lequel tu es si tu es plus nerveuse ou triste, ou les enfants interagissent très tôt C'est sans qu'il y ait des besoin de éponges. mots.
Alors, quand ils deviennent des ados ou des adultes, c'est pire encore. Et je crois que imaginer qu'on peut traverser l'existence sans laisser, à nos proches ou aux générations futures, le poids de certains actes qu'on a commis est un leurre. Moi, si je pouvais faire un parallèle musical, ton livre m'a fait penser à la chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Famille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Non, celle-là me dit rien. Ah, bah, tu iras écouter les Ah, c'est une paroles, tu des vas plus voir. jolies, je crois. Et c'est vraiment très troublant parce que c'est exactement ça. Et la phrase d'Exergue est très forte. Alors je vais la lire. C'est notre héritage n'est précédé d'aucun testament. C'est de René Char. Pourquoi cet exergue? Mais en fait, je dois avouer que je suis tombée dessus un jour sur cette phrase de René Char et je me suis dit: «Waouh, elle synthétise le bouquin». C'est, tout ce que j'ai voulu partager. Tout ce qui est que le fait que je pense que notre héritage ne commence pas à notre mort. Il commence à partir du jour où on donne la vie et cet héritage, ce serait un peu égocentré de croire que nous ne laissons que ce que nous sommes. Nous laissons également le poids de la lignée. Mais dans cette lignée, je parle que du poids parce que c'était un petit peu le sens du roman, mais il y a des choses magnifiques. Et l'important, c'est comment faire la paix avec ce que nous ont vécu, ce qu'a vécu ou ce que nous ont transmis nos aînés et pouvoir transmettre que le miel aux générations futures. Et cet héritage, je crois que si je devais disparaître maintenant, bon, j'espère que ce sera dans 30-40 ans, mais si je devais disparaître maintenant, j'aurais déjà donné à mes enfants ce qui était important pour moi. L'amour, les valeurs, les guidances pour leur vie future. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit quelques chiffres en plus sur un compte en banque? Je ne suis pas sûre, ce n'est pas ça l'essentiel. Alors, Caroline demande, vous avez donné des titres à vos chapitres. Pourquoi avoir voulu donner des titres justement à ces chapitres? Il y en a combien? Il y en a 36, c'est ça, chapitres? Je pense. Ça a dû être compliqué de trouver 36. Bon, alors après, ils parlent, mais on va laisser Valérie expliquer peut-être. Alors, mes romans précédents étaient un petit peu plus catalogués, parfois malgré moi, feel good ou littérature émotionnelle positive. Et ça se fait assez dans ce type de littérature-là, de nommer un chapitre. Et en fait, lorsque j'ai commencé à écrire ce roman-ci, immédiatement, lorsque je relisais mon chapitre, il y avait 2-3 mots forts qui me sautaient à l'esprit et j'ai eu envie de nommer le chapitre. J'aime en fait, par ces 2-3 mots, déjà poser le décor et permettre au lecteur de savoir plus ou moins vers où il va. C'est en fait ma manière de le prendre par la main. Il y en a certains qui sont très explicites, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intrigants. Mais ça aussi, on laissera au lecteur découvrir. Est-ce que Valérie peut nous donner un conseil de lecture? Alors, je suis en train de lire un livre d'un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle, je vais vous le montrer, je suis en train de lire, Antoine Lorrain, Les caprices d'un astre. Voilà. Vous avez la même éditrice, c'est le point commun que tu as avec Oui, ce et en livre. fait, c'est justement mon éditrice Louise Danou qui, lorsque j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, m'a dit, écoute, lis-le, je pense que ça va te plaire. Et elle a raison, ça me plaît beaucoup. C'est bien parce que Valérie, elle est très corporelle parce que c'est aux éditions Flammarion. Donc, c'est très, très bien. Est-ce que Madeleine, alors on a une libraire sous la main, est-ce que Madeleine a un conseil de lecture à faire à Valérie? Alors là, je suis en train de lire un truc sur les personnes âgées, mais que je ne conseille pas forcément tout de suite. Je suis en train de lire Les Fossoyeurs. Puisque je reçois l'auteur en rencontre, donc je ne lis pas forcément quelque chose de très très gai. Et j'avoue qu'en ce moment, mes lectures tournent autour des tout petits. Sinon, un livre que j'ai adoré dernièrement, c'est le dernier Lynn Papin, où justement d'ailleurs on parle beaucoup de la vie et de l'incidence de nos choix. C'est Une vie possible, sorti chez Stock tout début mars, que j'ai dévoré. Voilà, un livre très fort, très très fort.
Pareil, je remettrai toutes les références qui ont été données. Alors moi, mon conseil de lecture, le voilà, il est là. On porte la couleur du ciel, c'est un peu facile, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc c'est sorti aux éditions Flammarion. On rappelle que le précédent roman de Valérie Cohen, Depuis mon cœur a un battement de retard, est sorti simultanément aux éditions J'ai lu. Donc je vous encourage vivement à aller en librairie. Donc vous pouvez aller voir Madeleine à la librairie Isler à Metz, elle sera d'excellents conseils. Il faut aller voir les libraires, ils ont toujours de bonnes idées, puis ils font pareil, ils tirent des tiroirs quand on leur demande un livre, ils sont très forts là-dessus. Vous dire quoi, avant de laisser le mot de la fin à Valérie, un grand merci Madeleine d'avoir si bien animé cette rencontre. Demain on se retrouve à 19h avec une auteure qu'on a déjà reçue 2 fois dans les rencontres, c'est Claire Bochard qui vient nous présenter son nouveau roman manuscrit M620 paru aux éditions Filature. Alors Valérie, je vais te laisser la lourde tâche de faire la conclusion de cette rencontre, si tu veux bien. Mais avant toute chose, remercier de tout cœur toi, Nathalie et Madeleine pour les questions magnifiques. J'ai passé vraiment un agréable moment. Dire aussi que si les auditeurs ont d'autres questions, via mon site internet valériecohen.be, je répondrai évidemment à toutes les questions. Et puis, le mot de la fin, j'aurais envie de vous dire de prenez soin de vous, mais aussi de vos arbres généalogiques, de vos arbres, qu'ils soient faits d'ADN ou faits des liens du cœur. C'est important pour soi-même de bien prendre soin de ses racines. Moi, je rajouterais un grand merci aux éditions Flammarion et à Victoire plus particulièrement qui nous a donné l'opportunité de faire cette rencontre. Mesdames, je vous souhaite une belle soirée, belle vie à ton roman Valérie, donc qu'importe la couleur du ciel. Allez, merci infiniment. Merci beaucoup Madeleine, bon courage et belle rencontre à venir aussi. Merci. Et puis tu reviens quand tu veux dans les rencontres. Je vous Avec souhaite plaisir. une belle soirée mesdames, à bientôt.